Cancé, l'adhérent numéro 1 d'APM. Ça ne nous rajeunit pas. M'entendez-vous? Parfait. On reste assis. On reste assis. Écoutez bien quand même. Est-ce que la table bleue peut faire un signe? Allez, nous sommes partis. Le 6 septembre 1492. Le 6 septembre 1492, Christophe Colomb s'élance, il quitte l'île de la Grande Canarie. Il connaît les vents en 7 saisons et à 7 endroits. Il sait à peu près la direction qu'il doit prendre, c'est la direction du couchant. Tout cela, il le sait. Mais le monde dans lequel il vit est un monde où la croyance est assurée que personne encore n'a fait ce trajet vers les Indes. Avant d'engager son trajet, avant d'engager son voyage, Christophe Colomb est obligé de reconstruire les repères qui vont le mener juste sur la rive d'en face. C'est exactement le problème pour lequel vous êtes venu. Alors, si vous le voulez bien, puis-je vous présenter l'un des aspects de sa réponse. Comment va-t-il construire ses repères? L'un des personnages de sa réponse s'appelle Pierre Dailly. Pierre Dailly a un CV parfait. Il est recteur au Collège de Navarre, chancelier de l'Université de Paris. Il est également évêque de Cambrai. Il sera nommé cardinal en 1411. Nous sommes 80 ans avant le départ de Christophe Colomb. Pierre Dailly a ceci de magnifique que c'est un érudit. Il va compiler, consigner l'ensemble des savoirs de son époque dans une série de livres, 76 ouvrages nous sont parvenus de lui de nos jours. Dans ces ouvrages, donc, on va avoir de la théologie, les sciences, l'astrologie, la géographie, c'est ce qui nous intéresse. 80 ans plus tard, lorsque Christophe Colomb prépare son voyage, il va aller lire Pierre Dailly. Et c'est ça qui est intéressant. Il va aller lire Pierre Dailly parce que c'est là où il va trouver les fondamentaux de ses repères. Alors que va-t-il lire? Eh bien d'abord, il va voir, il va relire la voix des stars scientifiques de l'Antiquité. Les stars de l'Antiquité, c'est-à-dire Aristote. Sous la plume de Pierre Dailly, Aristote écrit ceci: « La Terre est une sphère peu grande. Ceux qui croient que la région des colonnes d'Hercule, c'est-à-dire du détroit de Gibraltar, ceux qui croient que la région des colonnes d'Hercule est proche des Indes ne paraissent pas admettre quelque chose de tout à fait invraisemblable. Notez la double négation inversée, et donc l'extrême réserve du propos. » Ensuite, Pierre Dailly va citer un écrivain. Il va citer Sénèque. Sénèque, dans l'une de ses pièces, fait dire à l'un de ses personnages, je cite, « Un temps viendra où, au cours des siècles, l'océan élargira la ceinture du globe pour découvrir à l'homme une terre immense et inconnue. La mer nous révélera de nouveaux mondes. » Ces vers-là de Sénèque, Christophe Colomb va les écrire dans son carnet de bord juste avant son départ. Pierre Dailly va citer aussi saint Thomas. Qui va contester saint Thomas à cette fin de XVe siècle? Personne ne conteste l'Église. Si saint Thomas ajoute que la Terre est une sphère, en Espagne, on professe et on enseigne que la Terre est une sphère. C'est incontestable. On va ajouter, Pierre Dailly ajoute, qu'Averroès, philosophe arabe, est également d'accord avec Aristote sur tout cela. Reste Ptolémée, l'immense Ptolémée. Ptolémée qui a fait la loi sous l'Antiquité avec sa fameuse carte et sa fameuse conception du monde. Un monde plan, un monde où il y a des franges, où il y a des frontières. Malheur aux navigateurs qui s'aventurent sur ces frontières parce qu'ils risquent de tomber sur le côté, dans les limbes, dans les enfers, dans l'oubli. Voilà donc les repères géographiques dont dispose Christophe Colomb avant son voyage. Sait-il que 3 siècles avant notre ère, un homme a calculé à 5% près la circonférence de la Terre? On avait dit à cet homme-là que quelque part, lorsqu'on voyageait très bas dans le sud, existait une ville où lorsqu'on plante son bâton, à midi,
le bâton ne fait pas d'ombre. Fort de ce constat, de ces calculs et de ces mesures, il en a déduit la circonférence de la Terre à 5% d'erreur près. Cet homme s'appelait Ératosthène. J'ignore si Christophe Colomb connaissait cette donnée. Voilà donc les grands noms qui vont lui servir, qui vont servir ses convictions, servir sa conception du monde, servir ses repères. Clairement, Christophe Colomb part avec rien. Qu'a-t-il dans sa besace de scientifique? Rien. Ce qui va faire dire à Churchill, quelques siècles plus tard, que Christophe Colomb est le premier des socialistes. Il ne sait pas où il va, il ne sait pas comment il y va, mais il va avec l'argent du contribuable. Regardez quand même, toutes ces stars de l'Antiquité disent la même chose, sans y avoir été elles-mêmes. Elles disent toutes, c'est possible d'y aller. Réfléchissons 2 minutes, 1000 approximations font-elles une vérité? 1492, Christophe Colomb part. Moins de 30 ans plus tard, 1519, le dernier des navires de l'équipée Magellan revient au port en Espagne. Il s'est écoulé moins de 30 ans entre ces deux dates. Eh bien, chers amis, entre ces deux dates, le monde a formidablement changé. Il n'était pas 3 mois, pas un trimestre, où les géographes étaient obligés de revoir leurs cartes, où les capitaines de navires revenaient avec de nouveaux témoignages et des terra incognita nouvelles qu'il fallait retranscrire sur les cartes. Alors imaginez la vie des scientifiques, des géographes, des moines, des scribes, etc., qui devaient toujours revisiter leurs connaissances. Mais allons plus loin. Voyons les entreprises. Les entreprises, voyons les cités-États, Florence, Gênes, Venise, Rome. À partir du moment où tout le contexte géographique change, ce sont les filières bancaires, ce sont les filières entrepreneuriales, ce sont les exportations qui sont remises en question, même chose pour les importations et toutes les lignes commerciales qui sont remises en cause. Leurs repères ont fondamentalement changé et à une vitesse inimaginable. On dit qu'aujourd'hui le monde va vite, je peux vous assurer qu'à l'époque, il allait à une vitesse encore plus importante. Ils ont tout découvert en moins de 30 ans, en tous les cas, s'agissant de la surface du globe. Voilà donc la question avec laquelle aujourd'hui vous arrivez. Comment conduire mon esquif sur une mer changeante? Quand tout change, où est ma boussole? Telle est la question que vous avez sélectionnée, et donc avec quelle conviction, avec quel savoir, avec quelle valeur, avec quelle humanité allez-vous construire aujourd'hui, ou reconstruire éventuellement, vos invariants, l'immuable, ce qui jamais pour vous ne changera, et qui toujours vous guidera. C'est ici aussi où commence la complexité de vos travaux, car il est facile, très aisé pour moi, je vous assure, de deviser sur Christophe Colomb, je connais la fin, je connais l'histoire. 2012 et les années suivantes, malheureusement, c'est vous qui allez réfléchir dessus. Et on voit mal les choses quand on les voit de trop près. Michel Audiard. D'un côté, vous avez des questions planétaires que vous devez intégrer dans vos réflexions. Elles sont très simples. La planète se réchauffe, en tenez-vous compte, allez-vous en tenir compte? Nous entrons dans un monde de rareté, matière fossile, matière première, allez-vous en tenir compte? Et dernière question, nous sommes 6 milliards, nous serons bientôt 9 milliards. Y aura-t-il de l'eau, de l'espace et des ressources pour tout le monde? En tiendrez-vous compte? Vos réflexions, en même temps, sont des réflexions que vous allez tremper dans les faits de ces derniers mois, de ces dernières semaines, de ces derniers jours, de ces dernières heures. Et donc, elles vont être terriblement influencées. Voyez-vous, aujourd'hui, la France, si je résume beaucoup, est partagée entre 2 grands courants d'opinion. Vous avez d'un côté le courant d'opinion, je vais dire de droite, qui se considère stigmatisé, qui se considère victime d'un redressement dans l'injustice. Ça, ce serait plutôt à droite. Et à gauche, on a l'étrange impression que le plus dur reste à venir. Jean-Claude Brialy disait, ce petit mot formidable, quand on est vainqueur, on donne son cœur, quand on est vaincu, chacun pour soi. Les socialistes en 6 mois sont passés de l'un à l'autre. En quelques mois, quel choc! Nous sommes passés de l'hyperprésidence à l'hypoprésidence. Nous sommes passés d'une Europe unie et qui s'entendait, en tous les cas au sommet, à une Europe où il existe désormais la méfiance. Nous sommes arrivés également dans un monde où la confiance minimale de l'entrepreneur dans les pouvoirs publics fait désormais place à une certitude, il peut être lui aussi l'objet d'opprobre.
C'est désormais possible. Plus flagrant encore, la preuve est désormais faite, s'il vous en manquait une, qu'au plus haut niveau des sphères de l'État, l'incompréhension sur la chose entrepreneuriale peut exister. À preuve, le volte-face impressionnant du ministre de l'économie et de ses équipes, il date d'hier soir. Pour ceux qui n'avaient pas vu le journal de France 2, voici le cours de rattrapage. 3 ministres, des représentants patronaux et des champions de l'Internet réunis en urgence à Bercy. Le gouvernement voulait éteindre rapidement l'incendie et calmer les entrepreneurs qui dénonçaient une hausse brutale de l'impôt sur le capital. Le ministre de l'économie semble les avoir entendus. Il faut être capable d'entendre le mouvement, il faut être capable d'agir avec pragmatisme, il faut être capable d'agir avec dialogue. Il ne s'agit pas de reculer, mais de temps en temps, il faut bouger. Il faut bouger quand ça va dans le bon sens. Quand une revendication légitime, une préoccupation légitime s'exprime, il faut l'entendre. C'est ce que nous allons faire. En clair, le projet de loi va changer. Il prévoyait de faire passer de 34 à 60% l'impôt sur les plus-values réalisées lors de la vente d'une entreprise. Aujourd'hui, si un patron réinvestit une partie de sa cagnotte dans un autre projet, il sera exonéré d'impôt sur ce montant. Les entrepreneurs sont ressortis en partie rassurés. La discussion plutôt intéressante donne plutôt le sentiment qu'ils vont revenir dessus et qu'il y a un vrai souci. Je cite les ministres, qu'il n'y ait pas de racisme anti-entrepreneur, loin de là, mais au contraire, on a envie de les favoriser. En attendant plus de précision, les patrons entendent bien maintenir la pression sur le gouvernement, car pour eux, cette fiscalité est dangereuse. Il faut que tout le monde comprenne que sans capital, il ne peut pas y avoir d'entreprise. Et que si vous avez une fiscalité confiscatoire sur le capital, eh bien, les entreprises iront se créer ailleurs. S'ils restent vigilants, les entrepreneurs leaders de cette fronde vont en tout cas annuler leur manifestation. Annuler la manifestation prévue dimanche prochain. Dernier point. Vous avez plusieurs variables, les déficits, le budget, les dettes souveraines, la compétitivité des entreprises, la croissance. Toutes ces variables peuvent être reliées de 1000 façons. Au minimum 2 d'entre elles, soit de façon dogmatique, soit à travers un certain nombre de systèmes. Au cours de vos travaux, jusqu'à demain 15h, vous aurez des émotions qui vont vous traverser, des certitudes, mais également des convictions qui vont vous animer. La question est la suivante: dans quelle mesure ces émotions, ces sensations, ces convictions, ces croyances vont-elles altérer vos réflexions? Permettez-moi de vous présenter le personnage clé de cette réponse, Heinz Wiesmann. Je vais vous demander de l'applaudir pour ceux qui ne le connaissent pas. Heinz Wiesmann, un CV parfait. Je vais le résumer parce que, comment dire, l'ensemble de son CV fait pratiquement une page du Figaro écrite toute petite. Un philosophe, un esprit, un regard. Voici 2 épisodes qui caractérisent Heinz Wiesmann à la fois votre parcours et votre originalité. Nous sommes à Berlin. Dans l'immédiat après-guerre, vous êtes étudiant. Et dans cette ville, vous courez avec une valise vide. Et vous courez de point en point, là où on vous renseigne, que l'on vend, que l'on brade des dizaines et des dizaines de livres entiers que le dogme marxiste-socialiste refuse. Ce sont ces livres-là que vous allez racheter pour une bouchée de pain. Vous les mettez dans votre valise et ce lourd trésor, vous le conduisez jusque dans votre petite chambre d'étudiant. C'est là où petit à petit va se construire l'une des plus gigantesques bibliothèques. C'est la vôtre aujourd'hui. Des dizaines d'années plus tard, elle fait 8000 ouvrages. Ce n'est pas ce qui fait le plus peur. Ce qui fait le plus peur, c'est que pratiquement vous les avez tous lus. Ça, c'est intéressant. Première anecdote. Deuxième, c'est pas une anecdote d'ailleurs. Si vous le voulez bien, deuxième tableau qui vous caractérise, vous avez fait l'équivalent de Normal Sup en Allemagne. Dans ce cursus, l'étudiant doit absolument réaliser une année à l'étranger. Et vous-même étiez promis donc à partir à l'étranger. C'est la France que vous choisissez. Et vous décidez de la découvrir par sa périphérie. Vous vous arrêtez à la Madeleine, dans la périphérie de Lille. C'est là où vous allez poursuivre vos travaux, entre autres de philosophie, je dis bien entre autres car ils sont nombreux, et Paris va vous appeler. Paris va vous appeler parce que les professeurs de la section de philosophie de la Sorbonne voulaient choisir eux-mêmes un Allemand pour occuper la chaire de philosophie allemande. Ils voulaient le choisir eux-mêmes parce que le prédécesseur titulaire de cette chaire,
s'était fait fusiller pendant la dernière guerre mondiale par les Allemands. C'est vous qu'ils ont choisi. Pendant de nombreuses années, vous avez été titulaire de cette chaire. Vos étudiants se sont eux-mêmes baptisés les Teutons. Parmi eux, vous allez en reconnaître plusieurs: Borel, Delaunay, Agazinski, c'est-à-dire Madame Jospin, Luc Ferry, entre autres. Tout à fait surprenant. Vous faites partie depuis plus de 15 ans de l'Académie de l'agriculture de France, institution fondée par Louis XV. Mais que fait un philosophe dans l'Académie de l'agriculture de France? Cela vous permet en tous les cas, et vous nous l'expliquerez peut-être à un moment, mais cela vous permet de mieux comprendre la France et de faire des passerelles incessantes entre le monde des idées et le monde de la terre. Merci en tous les cas d'être parmi nous. Vous serez à la fois notre conscience, mais également une réflexion, un regard. Jamais une assistance n'aura autant souhaité d'être interrompue. Je vais m'arrêter ici, si vous le voulez bien, chers amis, je vais m'arrêter et arrêter ici la présentation. Je donnerai la parole dans un instant à Heinz Wiesmann. Je vais vous inviter d'abord à faire connaissance, car vous avez bien compris que dans vos tables se situent non seulement des membres ABM, mais également se trouvent aussi des intrus, si je puis dire, c'est-à-dire des valeurs ajoutées. Il va donc falloir apprendre à vous connaître. Je vous laisse 10 minutes, un quart d'heure, de façon à faire un tour de table. Nous nous retrouvons en séance plénière. Nous poursuivons la présentation avant d'engager vos travaux. 15 minutes, présentation.